dans la banlieue d'une grande ville, tout près du bruit des chantiers, du chant de l'enclume, et au milieu du peuple, souvent dédaigné, méprisé, montré du doigt. Je te quitte aujourd'hui pour toujours, et je pleure. Mais tu restes la première, la seule, mon unique maison, celle qui fut le lieu de la plus grande tendresse et du plus grand amour. Silence, rouge et bleu, maison de ma jeunesse, maison du peuple et des combats, où j'ai vu défiler des prolétaires, des penseurs et des philosophes, des prostituées, des révolutionnaires et des petits bourgeois, des communistes et des curés. Maison de ma jeunesse, où j'ai chanté des chants de joie, écrit des poèmes brûlants, des pages brûlantes. Oui, tu restes la seule, la première, mon unique maison, celle qui fut le lieu de la plus grande tendresse et du plus grand amour. Alors, dites-moi, le quartier vous plaît? Si ça nous plaît, oh mais beaucoup, vraiment beaucoup. Pour le logement, c'est absolument ce que nous recherchons. De l'espace, de la lumière. Et alors, c'est bien conçu et parfaitement adapté à notre petite famille. N'est-ce pas, Juliette? Moi, ça me plaît beaucoup. Ça sonne neuf partout. Je vous ai dit que le projet immobilier répond aux normes d'un éco-quartier. Respect des normes de développement durable, valorisation des déchets, intégration de la biodiversité urbaine, sobriété énergétique. Et pour les commerces? Coiffeur, fleuriste, tabac, café, pharmacie, boulangerie, mais aussi banque, bureau de poste, le marché du samedi matin. Tout cela dans le bourg de Saint-Joseph de Porterie. Vous trouverez tout ce que vous voudrez à portée de main, si je puis dire. Une grande surface? Mais un hypermarché, allez pas d'ici. Une célèbre enseigne de bricolage, et là je m'adresse tout naturellement à monsieur, évidemment. Bref, l'idéal pour les consommateurs que nous sommes. Et question équipement? Collège, gymnase, salle multisport, avec 260 places assises. D'ailleurs, si vous aimez le volleyball, je vous conseille un match du VBNA. Je vous assure que les filles sont vraiment très douées. Autre atout du quartier, le tramway. Bien pratique pour se rendre en centre-ville. Et même le tram-train, notre fierté. Moi, ce que j'aime, c'est le football. Eh bien, ma petite, on peut dire que tu vas être servie. Parce que ton papa et ta maman, ils vont t'emmener au stade de la Beaujoire, tout proche. Tu pourras avoir un match FCNA. Et puis, tu es au courant? Non. Il va y avoir un tout nouveau stade, moderne, et tout et tout. Et pour les loisirs, vous savez, nous sommes très nature. Il y a des balades à faire aux alentours? Franchement, vous ne pouvez pas rêver mieux. Parce que l'Erdre est à 2 pas. Vous savez que c'est la plus belle rivière de France, selon François Ier. Ou Henri IV. Ou Louis-Philippe. Je sais plus trop, parce que j'ai toujours été très nul en histoire. Enfin, peu importe. À propos, ici autrefois, il n'y avait rien. C'était des friches, j'imagine. Alors ça, pour tout vous dire, vous me posez une colle. Bah oui. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir ici? Des terres abandonnées, au bord des landes, des marécages, autant dire un désert. En somme, mes chéris, nous allons être les premiers habitants à écrire l'histoire de ce quartier. Exactement. Comme vous dites, parce qu'avant ici, il n'y avait rien. Mais alors, ce qui s'appelle rien. Comment ça, comment ça, comment ça? Voulez-vous répéter? Comment ça, comment ça, comment ça? Mais quelle absurdité! Comment ça, comment ça, comment ça? Voulez-vous répéter? Comment ça, comment ça, comment ça? Mais quelle absurdité! Ici c'est donc un désert, un bled à tout couronner. Pourquoi pas non plus une terre, complètement désolée? Ici carrément, pourquoi pas le néant, le vide absolu? Du monde de fou, du
Passé, dans les jardins ouvriers, et le ciel toujours dressé, habite les ambassadeurs réhabilités. Des conseils conservés, un ouvrage sous les pavés, une église transformée en salle de répé. Pour ne jamais oublier les gens qui ont habité l'ensemble de ces quartiers qui ont fait fructifier. Pour ne jamais oublier les gens qui ont habité l'ensemble de ces quartiers se sépareraient dédiés. Alors tu viens, pas de creux, tout ça, c'est qu'on fait. Alors tu viens, Touillard, t'as peur de Pâques? Ne me fais pas peur. Et puis d'abord, t'es qu'un sale républicain. Et toi, t'es une abrutie de Cubini, c'est mon père qui me l'a dit. Avance que je t'enfonce mon épée dans le corps. Viens, on va dans le bois Saint-Georges, on appelle les autres et on joue à la guerre. Pas question, on va régler ça tous les deux, moi aux Viettes. Et puis j'ai peur que tu me traites de sale républicain. C'est même pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous faites ici, les enfants? On fait rien de mal, on s'amuse, monsieur. Appelle-moi général, veux-tu? Oui, mon général. Vous êtes un vrai général, monsieur? Oui, général Jean-Baptiste Camille de Cantelot, au service de la République. Alors, tu fais comment le vrai général que je sois un sale républicain? Arrêtez vos chamailleries, vous feriez mieux de filer. Hein, et en vitesse, parce que dans quelques heures, ça va parler ici. Les royalistes sont au port de Nantes et je suis chargé de les arrêter. Hélas pour toi, tu n'y parviendras pas. Tiens donc, le généralissime de l'armée royaliste, chef Capino en personne. Hein? Et vous autres filez, hein? Et plus vite que ça, c'est pas un spectacle pour les enfants. Allez! Désolé, Cantelot, mais vous, les républicains, vous n'avez aucune chance. Je suis à la tête de 50 000 royalistes. Oui! Et moi seulement de 12 000 républicains, je sais. Tu as peut-être oublié, toi et tes amis les Chouans, que vous occupiez il y a peu ce bois de Saint-Georges, devenu, à ce qu'on dit, Un Robert de Brigand. Oui, mais on a repris l'endroit, et je peux vous assurer que nous y sommes solidement installés. Pas pour longtemps. Le 29 juin 1793, vous, les républicains, vous êtes en mauvaise posture, cernés, comme on dit. Nous arrivions de tous les côtés. Je suis au courant. On scrute tous vos mouvements depuis le poste d'observation que nous avons fait installer en haut de la cathédrale Saint-Pierre. T'arrêtes ta permule. Charles de Longchamp, ton ami, progresse, route de Paris. Toi, Capino, tu vas attaquer par la route de Vannes ou par la route de Rennes. Vous voyez, on sait tout de vos positions et de vos intentions. Sur le papier, le plan de bataille est parfait, cohérent, imparable. Mais tu sais très bien que ça ne va pas se passer comme ça, ce 29 juin 1793. Il y a eu un problème de coordination entre nous. À Pierremille, Charette a attaqué alors qu'Honor. Il n'était pas prêt. Pourtant, Dieu sait qu'on s'est battu jusqu'au bout. Quand on s'est rendu compte que sur l'axe de la route de Rennes, les troupes républicaines ne cédaient pas, on s'est rabattu sur la route de Vannes. On vous a fait souffrir dans les quartiers de Bel-Air et des Hauts-Pavés. On était tout près de remporter la victoire. Oui, mais notre défense a tenu bon. Les habitants de Nantes ont fait preuve d'un immense courage, portés qu'ils étaient par les idées de la Révolution. Les idéaux de la Révolution. Permettez-moi de vous dire que vous, les républicains, vous n'étiez pas des anges. Voulez-vous qu'on dresse la liste de toutes les horreurs que vous avez commises et de toutes les atrocités en série que vous avez fait subir à la population? La ville de Galerne, Le Mans, Savenay, Machecoul, Cholet, Le Palais, Les colosses infernales, Pifauge, Carrier ou la baignoire nationale, Châtillon, Tureau, Boin, l'entrepôt des cafés, les soldats tombus, les fusillades d'Avrier, le massacre de Belleville. la commission frères Vaugeois. Ça suffit. Pas ici. Pas maintenant. Il n'y a pas de quoi être fier, des deux côtés. L'essentiel est que les gens sachent qu'au camp de Saint-Georges, la résistance a été décisive pour le sauvetage de la ville. Oui, et plus encore, pour le pays tout entier. Et on doit porter ça à mon crédit, non? Vive
Évidemment, dans cette histoire, c'est lui le héros. Il est mort dans son lit en 1817 à 77 ans, tandis que moi, Catlino, j'ai été blessé d'une balle tirée d'un balcon de la place Viarme. Il n'est pas mort sur le coup, mais sa blessure nous a porté un sacré coup au moral. Nous avons été obligés de battre en retraite. Excusez-moi de vous déranger. Bertrand Galinet, agent immobilier à Carquefou. Ah, honneur. Généralissime Jacques Cattolino, général en chef des armées royales et catholiques. Général Cantelot, pour vous servir, que puis-je pour vous? Je vous écoute depuis un petit moment et je voulais juste vous dire, vous parlez d'une coïncidence quand même que il existe une place Conclos à Nantes. C'est tout, c'est tout. Un instant, citoyen. Je suppose que vous avez fait le rapprochement. En attribuant son nom à une place nantaise, la population a tenu à rendre hommage à sa lucidité, ses compétences et sa bravoure. Parce que... Ah d'accord. Ah je tilte, je percute, je réalise. Conclos, la place Conclos, le général Conclos. C'est le même Conclos. Oh, j'allais passer pour un imbécile moi. Bon maintenant je saurais, quand je vais dire ça à mes clients, qu'il s'en est passé des choses hein, du côté du tram Aluchère-Batignolles. Du tram? Que dis-tu là, citoyen? Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Tu veux sans doute parler du drame que furent les guerres de Vendée? Non, le tramway, la Sémitane. Bon, cherchez pas à comprendre. Quel drôle de citoyen. Curieux sujet de Sa Majesté. Séparons-nous, Catlino. Regagnons notre légende et les livres d'histoire. Vive le général Conclos! Vive Catlino! Allez, viens, il n'y a plus personne, je continue la bagarre. D'accord, mais on change les rôles. Moi, je suis le général Cantelot et toi, t'es un royaliste. Et alors, faudrait savoir, je suis plus un certain républicain. On s'en fiche du moment qu'on se bat. J'ai une meilleure idée. On fuit la pyramide et en revenant, on montera au sommet de la cathédrale. J'espère qu'ils nous laissent passer. Ça doit être beau de là-haut. On verra peut-être nos fermes. Et qui sait, on verra peut-être le monde anglais avec. On y va? On y va! Voici un extrait du journal de mon arrière-grand-père, prénommé Radec. Batignolles. La première fois que j'ai entendu prononcer ce nom de Batignolles, c'est à des milliers de kilomètres chez moi, dans mon pays, à Ostrava. Ostrava est une ville industrielle tchèque située tout près de la frontière avec la Pologne. Nous sommes en 1924, j'ai 30 ans, je suis mariée. Irina et moi avons une petite fille, Sophie. Je travaille dans la métallurgie. Les conditions sont difficiles et les salaires très bas. Un jour, un ingénieur des Batignolles passe dans notre usine et nous dit que quelque part en France, on recherche de la main-d'œuvre. Il nous dit aussi que sur place, il y a tout. École, maison, centre d'apprentissage, cinéma, dispensaire, ça fait rêver. Alors on en part toute une nuit avec Irina, faisant le pour et le contre. Je décide de tenter ma chance, seule dans un premier temps, et si tout se passe bien, Irina et Sophie me rejoindront. De toute façon, la vie ne peut être que meilleure. Pendant tout le voyage, qui dure plus de 2 jours, je lutte contre le cafard. Qu'est-ce qui m'attend? Est-ce que je ne suis pas en train de faire une grosse bêtise? Et puis Nantes, j'en ai jamais entendu parler. Je ne sais même pas où situe la ville sur une carte. Si ça se trouve, j'aurais du mal à m'y habituer. J'arrive un dimanche après-midi à la gare de Nantes-Orléans. L'angoisse me prend un instant car je crois que j'arrive à Orléans. Rien que depuis Paris, en train,
Le voyage a duré plus de 7 heures. Je prends une chambre, toute petite et très sombre, dans un hôtel de la rue de Richelieu. Je ne mets pas à chasser cafard. Pour tuer le temps, je décide d'aller voir un plus près mon musée, histoire de me repérer pour mon embauche prévue le lendemain. Alors avec mon français hésitant, je demande mon chemin. On me dit les Batignolles, c'est simple, place Louis XVI, et puis tout droit, une église Saint-Clément, rond-point de Paris, le croissant, vous y serez. Je marche. Ça me paraît long. Demain, c'est sûr, je prendrai le tramway. Il en passe un temps autant. À l'avant, c'est écrit en gros « Amer Picon ». Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Peut-être l'arrêt du terminus. Bientôt, les habitations se raréfient. C'est quasiment la campagne. On m'a mal renseigné. Et soudain, au bout de la ligne droite, la voilà. L'usine des Batignolles. Dans toute sa majesté. C'est marqué en grand « Compagnie générale de construction de locomotives ». Elle est moderne, impressionnante, avec ses nombreux ateliers, ses toits arrondis. Elle a fière allure, je trouve. C'est donc là que je vais travailler. Mon cœur va soudain plus vite. Est-ce que j'ai bien tenu papier? Mes certificats? Oui. Une fois passé la ligne de chemin de fer, je pousse encore un peu plus loin. J'aperçois une cité de baraques en bois. Devant une des maisonnettes, je m'arrête un instant et ma vision se trouble. Irina est là, dans le petit jardinet. Elle étend du linge. Sophie entre et sort, toute joyeuse. Comme elle a grandi. De loin, elle me montre sa poupée, en clignant des yeux. Car c'est un jour de grand soleil. Moi, je vais à une réunion, au dispensaire. Car avec un collègue espagnol, j'ai créé un club de football. Aujourd'hui, c'est assemblée générale. Madame, il ne s'agit pas d'arriver en retard. Tiens, j'ai dit Adam. Voilà-t-il pas que je parle comme un vrai Nantais? Nos voisins sont espagnols. Un peu plus loin, il y a une famille autrichienne. Il paraît qu'on sera plus de 500 ouvriers étrangers à l'usine. Peut-être que je vais retrouver des gars du pays. Quand je reprends mes esprits, il fait déjà nuit. Je rebrousse chemin, passe devant une église en bois, et de nouveau, le cafard me prend. Quand je regagne ma chambre, je ne trouve pas le sommeil tout de suite. Je reste les yeux grands ouverts, à écouter les bruits de la nuit. Pourquoi ce nom, Batignolles? En 1917, implantée à Clichy, l'usine Batignolles-Châtillon souhaite quitter la capitale. Les Allemands ne sont pas loin. Il y a des terrains disponibles à Nantes, le long de la route de Paris. Ils sont desservis par une ligne de chemin de fer. Ça tombe bien. Et puis, Saint-Georges est suffisamment éloigné du centre-ville où les habitants supportent de plus en plus mal
les nuisances industrielles. Ici, le quartier est peu habité. Les travaux vont pouvoir commencer. Les ateliers étaient disposés en arête de poisson, et l'atelier G, la cathédrale, c'était l'épine dorsale. 130 mètres de longueur, tout convergeait vers elle, car c'était là qu'on assemblait les locomotives. Des locaux, j'en ai connu en fait très peu, aux Batignolles. Mon père, oui, il en a construit des dizaines, avant-guerre. Malgré cela, pour des gens comme moi, embauchés à la Libération, les Batignolles, ça reste la loco. C'était impressionnant. C'était grand. Il y avait plus de 50 ponts roulants de toutes les tailles. D'ailleurs, c'était tellement grand et dur à chauffer que l'hiver, les manettes des machines, le marbre de traçage étaient gelés. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était les rails. Il y en avait partout. Il y avait une certaine fierté de travailler au Batignolles. Il y avait un passé, et ça doit être comme ça dans la navale, par exemple. L'usine, c'était un monde d'hommes. Très peu de femmes y travaillaient, hormis dans les bureaux. Mais il y avait une équipe de perceuses, de taraudeuses et des pontonnières. Mais c'était rare, mais très peu de femmes travaillaient à l'extérieur. Dans les bureaux, les salaires n'étaient pas énormes pour une bonne partie des mensuels. Ils avaient bien quelques avantages, mais à la fin de la quinzaine, ils étaient comme nous. Ils payaient à crédit les commerçants, à croum, comme on disait. C'était un peu la misère en blouse blanche. Des fois, on travaillait sur des machines qui valaient des millions. C'était une sacrée responsabilité. Il ne fallait pas les tuer. Dans le cas contraire, on se faisait engueuler. Je me souviens qu'un compagnon avait fait une grosse bêtise sur une pièce. Alors on va voir un soudeur, en douce, on lui explique ce qui s'est passé. Et lui, il accepte de réparer. Évidemment, la direction l'a su, l'a piqué, une colère. En attendant, elle n'a jamais pu remettre la trace sur la pièce, la soudure. La pièce était comme neuve. Autour des Batignolles, il y avait plein de cafés, il y avait Pouivet. Mais aussi Cerny, le café Cléné, le café Gitio, bon vin de Valette, le printemps, le Chaltir, au bon vin de la table était non bizarre, un peu de saucisse, le café du rêve. Au Poisson, il y avait aussi le café des six fesses. Ce n'était pas son nom, mais comme il était tenu par trois vieilles filles, on l'appelait comme ça. Les six fesses. Les compagnons avaient des surnoms Batignolles, les chefs aussi, et surtout ceux que les gars n'aimaient pas. Ouais, il y avait Wawa, il gueulait tout le temps. Tête sans plume. Le sémaphore. Moi, je me rappelle aussi de sac à puce. Il remet tout le temps les bras. Et du Hulan, un Alsacien, qui avait servi dans l'armée allemande, qui ne quittait jamais sa blouse blanche et son chapeau melon. Sa cloche, comme il disait. Toute l'Europe s'était donné rendez-vous au Bati. Tchèque, Polonais, Hongrois, Allemand, Autrichien, Italien, Portugais, espagnol. c'était des bons compagnons, très qualifiés. Mon père travaillait dans une coopérative métallurgique en Italie. On serait bien resté parce que Gênes est une très belle ville. Mais il y avait Mussolini. l'usine est une vraie fourmilière. Il y avait jusqu'à 3500 personnes à y travailler. Et l'usine était éloignée de tout, mais ces familles, il fallait bien les loger. Alors la direction a fait construire les 3 cités sur des propriétés achetées en même temps que le domaine Saint-Georges. Le patron, lui, il est parti se loger dans le château de la Renaudière. Et nous, on a arrêté les 3 cités. Le Ranzay, la Baratte et l'Alvec. Eh bien c'est là que j'habite. Toutes les maisons sont en bois. Elles sont toutes petites, mais je l'aime, c'est ma cité à moi. L'été, un endroit qui fait chaud, on s'embête, on s'embête. L'hiver, c'est pas plus rigolo, on s'y rase à devenir marteau. Moi, je suis gai comme un petit oiseau, et je répète
intéressé par une maison en bois. Alors j'aimerais avoir votre opinion. Le bois, c'est valable ou pas? Monsieur Galinet, on va mettre les choses au clair. Les maisons qu'on habite ont été construites dans les années 1920. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'elles répondraient aux normes en vigueur en 2018. Ah, je comprends, c'était de l'ancien... ancien. D'ailleurs, si ça vous intéresse, allez donc jeter un coup d'œil à celle qui a été reconstruite boulevard des Batignolles. Ça vous donnera une idée de ce que c'était à l'époque. Mais dites-moi, il y avait combien de ces maisons sur le quartier? Environ 400. 400 sur le quartier? Oui, 450 pour les 3 cités. Oh, waouh! Oh, l'opération immobilière qui s'en fait! Merci! Bonne continuation! 450 maisons! Et pour le confort, c'était 0. Vous vous rendez compte? Quand je suis arrivée au Ranzay, il n'y avait pas encore d'électricité. Alors ils ont fait passer un fil avec une ampoule, sans isolation, sans rien du tout. Après ça, très peu de maisons ont brûlé. Quand il faisait 0 dehors, il faisait 0 dedans. Il fallait pas être frileux. Le lait gelait dans les maisons. Il y faisait très chaud. Chaud, au pied molle. C'est sûr que l'hiver, même aux cités, et puis les famines. Mais si on y est resté aussi longtemps, c'est bien en raison de l'ambiance. On était tous très solidaires, prêts à s'entraider pour le moindre problème. On avait tous le même travail, les mêmes maisons, les mêmes loisirs. Les enfants allaient à la même école. Il y avait une unité de vie. Les gens s'entraidaient, construisaient des caberneaux, qui faisaient buanderie et garage à vélo. Également des tonnelles, sous lesquelles, le beau temps revenu, on mangeait au frais. Et puis, on avait tous un cagot avec un trou pour mettre au frais le beurre, les bouteilles. Ah, le petit vin blanc qu'on va sous les tonnelles. Ça remplaçait tout beau qui n'existait pas encore. Il y avait des animations quand les commerçants venaient dans les cités. La marchande de boudin de Carrefour. Le marchand frimeur sur son âne. J'ai même connu le vendeur de charbon avec sa charrette à bras. Avant qu'il ne se paye un cheval et puis un camion. Les rues n'avaient pas de nom mais des numéros comme à New York. Alors on habitait dans la 3e, la 2e, la 5e. Et puis comme elles se ressemblaient toutes, pour les gars qui débarquaient, c'était un coup à se perdre. Mon voisin, c'était un sorcier. Il avait toujours du gros sel dans les poches. Il en jetait derrière son épaule dès qu'il sortait de chez lui. Tout le monde en rigolait. Je me souviens d'une guérisseuse. Elle soignait la ménagère. On lui apportait un poulet. Elle le coupait en deux. Et déposait les tripes sur la tête des malades. Je vous jure que c'est vrai. Mais l'ambiance d'une cité, c'est un tout. Et c'est vrai qu'il s'y dit des choses. Du côté des Batignolles, les gamins passaient par-dessus le mur tout le match faire des locomotives. Et nous, on payait le coq pour se chauffer. Des fois, il tombait des briquettes entières de charbon, comme par hasard. Allez savoir pourquoi. Il y avait un gars qui vendait l'humanité dans les cités. C'est moi qui le recevais. Alors j'achetais l'humain pour mon mari, je me prenais nous deux pour moi, et pour le petit, ben c'était vaillant. Mon père est arrivé en France en 1924, avant la famille. Il économisait de l'argent, nous en envoyait, et puis au bout d'un an, on en a eu assez pour le rejoindre ici. Quel bonheur d'être réunis. Moi, je suis gai comme un petit oiseau, et je répète que c'est chouette. Je ne m'ennuie pas, voilà pourquoi je suis de la cité en bois.
asseoir à vos places, car aujourd'hui, un journaliste d'un grand quotidien de l'Ouest va venir vous interviewer. Arrête de faire le zouave, Claudine, sinon je t'envoie chez le directeur. Allez, Oh. Vous allez donc être interrogés, les uns après les autres. Répondez Poliment. Ne parlez pas tous. En même temps. Et surtout, rappelez-vous, On doit parler à haute et intelligible voix. Ah, bonjour. Nous étions justement en train de parler de vous. Voilà les enfants, la personne dont je vous parlais à l'instant. Bonjour les enfants, je m'appelle Stéphane Pajot. Bonjour, monsieur Pajot. Je suis journaliste à Presse Océan. Passionné d'histoire, je m'intéresse beaucoup à celle de ma ville, la ville de Nantes. Et je suis venu aujourd'hui pour vous interroger afin que vous puissiez me parler de votre vie dans les cités. Je sais que pour la plupart d'entre vous, votre père travaille à l'usine des Batignolles et que vous habitez dans l'une de ces trois cités. Vous pouvez me dire leur nom? La Atlas, le Varenne, Rambac. Tu vas pas recommencer, Claudine. Mademoiselle, tu t'appelles comment? Françoise, monsieur. Françoise? Alors Françoise, tu résides dans quelle cité? Le Rancet, monsieur. Rancet? Tu peux me dire où tu habites précisément? La 4e rue. La 4e rue. Bah oui, il n'y a pas de nom de rue dans les cités, il n'y a que des numéros. Et pourquoi les rues portent des numéros et pas des noms? On nous dit que c'est comme à New York. Et on n'est pas des Américains. Silence. Et ce petit bonhomme, il s'appelle comment? Bernard. Bernard. À quoi tu t'amuses dans la cité, Bernard? Tu as des copains? Non, de copains, on fait des vélos ensemble. Du Vélo. vélo. Le vélo, c'est un caméra. Wow. Le mien, c'est un Lusso Robert. Ouais. Mes parents me l'ont offert quand j'ai eu mon certificat d'études. Moi, mon frère, quand il est rentré en 6e, il a eu aussi un vélo. Mais alors, si on n'a pas son certificat d'études, si on n'entre pas en 6e, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a un vélo d'occasion. Et on le démonte, on le remonte. Et puis, on a fini, on le redémonte, on le recommence. On fait des courses de merci, monsieur. Avec les billes, on joue au Tour de France avec les étapes et tout. Et il a gelé l'autre jour dans la maison. Retourne à ta place, Nadine. Ah, Nadine, raconte-moi ça. C'est vrai, monsieur, il a gelé. Mon père m'a même dit que c'était commun pour avoir des glaçons mais dans le pastis. Oh, il fait froid alors l'hiver. Ma mère, elle, réchauffe le lit avec une brique entourée d'une serviette. Une brique entourée d'une serviette? L'autre jour, mon père, il a pas entendu le cornard, alors tout à Le cornard, qu'est-ce que c'est que le cornard? La sirène de l'usine. Il a embauché en retard, il a eu un avertissement. Des fois, je vais ramener assez de l'air pour les lapins, je ramène une sac sur le vélo, c'est pratique. Chez moi, c'est moi qui m'occupe des papiers. Pourquoi tu rigoles, toi? Tu peux nous dire pourquoi tu rigoles? On aimerait bien en faire autant. Il vient me dire que mon ami a donné un lapin. C'est pas vrai, madame, jamais dit ça. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Mon père, l'année dernière, il a remporté le prix du plus beau jardin. Waouh. Bon, vous vous plaisez bien alors dans la cité? Des fois, on se bagarre par leur voix trop faux, mais en général, on s'en fout. Aussi, on va au cinéma de Rancé, le dernier film que j'ai vu, c'est Ben Hur. Moi, c'est sur les verrous de l'énergie. Qu'est-ce que j'ai dit? Au cinéma, il y a des bancs et des chaises rembourrées dans le film. C'est rigolo quand les accès sont dessus, ça fait du bruit. Moi, je ramasse les jumeaux dans la muraille, je revends ce que je trouve et dès que j'ai dit ça, je vais au cinéma. Et toi, petit bonhomme, tu t'appelles comment? Jean-Bernard. Jean-Bernard. Alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, Jean-Bernard? Qu'est-ce qui te plairait comme métier? Je veux faire comme mon père. Je veux rentrer au centre d'apprentissage de l'usine et je deviendrai ouvrier des Batignolles. Mon grand-frère m'a raconté que... Oui, qu'est-ce qu'il t'a raconté? Il m'a raconté que comme il était apprenti, il a eu le droit d'aller dans l'atelier de chaudronnerie, que ça fait un mouvement épouvantable et que même on peut devenir sourd. Moi, ça ne me donne pas envie. Bon, je pense que vous m'en avez assez dit. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci. Hein? C'est important que les gens sachent comment on vit dans les cités, dans vos cités. En tout cas, je vous remercie. Monsieur Pajot, est-ce que c'est vrai que les cités vont être rasées? Enfin, Jean-Baptiste, ce n'est pas Monsieur Pajot qui va pouvoir te répondre. Et puis, il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Les cités sont solides, elles ont plus de 35 ans, elles ont encore de beaux jours devant elles. Voilà, en tout cas, nous allons remercier Monsieur Pajot d'avoir fait le déplacement jusqu'à notre école. Merci, Monsieur Pajot.
Bonjour. C'est moi qui vous remercie. Je vous montrerai l'article que je vais écrire sur des cités en bois. Oui, je sais, la barade, voilà. Oh, les enfants, et si nous chantions la chanson que nous avons apprise la semaine dernière? Ah oui. 3, 4. Le canard à la gare est toujours en retard. Il se dit y'en a marre. Le poisson a le son, qui connaît la leçon, a trouvé la raison. Petit canard, l'heure de la gare n'est pas toujours l'heure de la mare. Petit canard, l'heure de la gare n'est pas toujours l'heure de la mare. Monsieur Bazot, est-ce que vous êtes avec nous? Oh bah oui, bien volontiers. 3, 4. Le canard à la gare est toujours en retard. Il se dit y'en a marre. Le poisson a le son, qui connaît la leçon, a trouvé la raison. Petit canard, l'heure de la gare n'est pas toujours L'heure de la mare. Petit canard, l'heure de la mare n'est pas toujours l'heure de l'amour. Quand il plie sous le poids de l'ouvrage, le castor ne perd jamais courage. Oubliant la fatigue, les ampoules à la main, il chante en pensant au jour prochain. Ma sueur aura sa récompense, je verrai le prix de ma souffrance. Et j'aurai devant moi ma petite maison, qui ne sera plus une illusion. Elle sera très simple et familière, pour y loger mes âmes si chères. Et je vois tout autour dans le petit jardin fleurir au printemps rose et jasmin. Ce sera un coin du ciel lui-même, ni modeste et moelleux que j'aime. Rien ne vaudra jamais ma petite maison que mon cœur et mes bras construiront. Œuvre de Robert Philippe, poète, militant, homme de cœur et d'action. Revenu des camps allemands, blessé dans sa chair. Dans ce poème, il célèbre l'action des castors de l'Erdre qui vont construire par un système d'entraide une véritable cité tout près d'ici. Chantons à pleine voix, crions-le sur les toits, les castors sont des types à la page. Qu'ils soient petits ou grands, tous ces coupes donnant, faut les voir, trimant dur à l'ouvrage. Ne rechignant jamais devant le boulot, les castors ont du nerf dans les boyaux. Les castors de l'air, assurément, ont tout d'un coup pris le volant. Et maintenant vient de démarrer la maison en reculant, voilà, dans la vie le soleil, le froid ou le vent. Les castors iront en me battant. Croyez-nous, il y en a pas pour longtemps. Les castors sont pas les vivants. Robert, où que tu sois à présent, tu sais bien qu'on ne t'oubliera jamais. Autre grande figure locale, devant l'Éternel, et qui a beaucoup œuvré pour le quartier, l'abbé Guillot. Dans les années 20, le diocèse décide qu'il est grand temps d'assurer la présence de l'Église dans le quartier industriel de Saint-Georges-des-Batignolles. Monseigneur l'évêque se lance alors dans le recrutement. Et je vous demande d'applaudir Monseigneur l'évêque.
l'écart de la parole de Dieu. L'évangile doit être enseigné partout où cela est indispensable, en particulier dans les zones, et j'utilise ce terme à dessein, dans les zones, disais-je, les plus reculées, les plus sauvages, les plus inaccessibles. Plus que jamais, nous devons nous conduire tels des missionnaires. Curé Sevran, Monseigneur, Curé Sevran, je vous ai fait appeler, vous êtes jeune, combatif, vous affichez des idées progressistes. J'ai donc décidé de vous nommer curé de la paroisse de Saint-Georges des Batignolles. Saint-Georges des Batignolles? Monseigneur, ayez pitié. Je vous en prie, ne m'envoyez pas à l'abattoir. Ce sont tous des gogos là-bas, tous des mécréants, ces gens-là. Ah non, 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 non. Je tiens à ma peau. Je préfère finir ma vie dans un monastère. Curé Sotivo, Monseigneur, Curé Sotivo, je vous ai fait appeler, vous êtes jeune, dynamique, entreprenant, on m'a dit beaucoup de bien de vous. Il me semble que vous n'avez peur de rien, n'est-ce pas? que vous êtes trop bon, Monseigneur. Dans mon immense magnanimité, et pour le bien de tous, j'ai donc décidé de vous nommer curé de la paroisse de Saint-Georges des Batignolles. Abbé Martin, Abbé Martin, mon bon Martin, mon brave Martin. Vous êtes courageux, combatif, vous affichez des idées progressistes. J'ai donc décidé de vous nommer curé de la paroisse de Saint-Georges des Batignolles. Ah non, 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 ah non, 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 je vous en supplie. À Saint-Georges des Batignolles. Ah non, non, non. Je vous en prie, épargnez-moi cette épreuve. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, et tous les saints du paradis réunis. Ils vont manger tout cru. Ce sont tous des impies, des infidèles là-bas. Je préfère ne pas aller à Saint-Georges des Batignolles. Et à mon avis, il faudrait prêcher une nouvelle croisade. Pourquoi vous ne demandez pas à l'abbé Guillot, par exemple? J'y avais pas pensé. Une bonne idée. C'est bon, Martin, vous pouvez disposer. Abbé Guillot. Oui, Monseigneur. Abbé Guillot, vous êtes combatif, courageux, vous affichez des idées progressistes. Et puis, je sais que vous avez le sens du sacrifice. Je vous vois bien finir dans la peau d'un martyr. J'ai donc décidé de vous nommer curé de la paroisse de Saint-Georges des Batignolles. J'attendais que ça, Monseigneur. Il faut pas peur, les cocos. On va se voir. Et c'est parti. Je commence par faire construire une église. C'est moi qui en ai fait les plans. Le jour de son inauguration, une internationale chantée à plat poumon s'élève du café voisin.
Je n'arrête la cloche que lorsque le chant se termine. Le dimanche suivant, ils remettent ça. Il m'en faut plus. Je tiens bon. Ils ne m'auront pas. Je crée une amicale. Publie un journal. Lance le patronage. Repère un bâtiment dans le village de Carvalet, en Brière. Et hop, là, je monte en quelques semaines une colonie de vacances. Je peux dire que j'en ai fait du boulot, mais je n'en tire pas orgueil. Oh non, j'ai fait ce que le devoir me commandait. Pour une mécréante comme moi, il faut bien dire qu'au-delà des convictions et de la foi, que l'on a ou pas, certains ecclésiastiques ont joué un rôle important, qu'on le veuille ou non. Et ce, grâce à des gens dévoués, débrouillards, larges d'esprit, comme l'abbé Guillot. Alors comme on dit maintenant, total respect. Je vous écoute depuis le début, c'est absolument passionnant. Alors, plutôt que de vous dire une bêtise, je vais vous poser une question. Pendant la guerre, 39-45, il ne s'est rien passé de particulier ici. Non. L'usine des Batignolles a été bombardée par les Anglais le 23 mars 43. Et je vous passe les détails. On a relevé 33 morts et une centaine de blessés. 6 mois plus tard, dans le centre-ville de Nantes, les bombardements de septembre feront 1500 morts et 2500 blessés. Ah oui, quand même. Vous voulez en savoir plus? Durant la Seconde Guerre mondiale, les Batignolles ont été un grand foyer de résistance au nazisme. Retenez bien ces noms-là. Roger Asti, préparateur en pharmacie. Marcel Baron, autrement dit Ginette. Paul Vaillant. Marie Chauvin. René Losque. Margot Rivet. Et bien d'autres encore. Vous remarquerez que les femmes ont joué un rôle très important. Leurs noms sont inscrits en lettres capitales et pour toujours, non seulement dans l'histoire de notre quartier, mais aussi dans celle de notre pays. Mais quand je vous entends, je me dis qu'il y a matière à faire un livre. Mais ces livres, ils sont écrits, monsieur Gallinet. Ils sont signés Louis Lebaille, Bruno Bellepomme et bien d'autres encore. Et vous pouvez les trouver dans toutes les bonnes librairies nantaises et dans les médiathèques. Alors ça, j'en parle tout de suite à mes clients. Mais c'est trop important. Et puis tous ces actes de résistance, c'est bouleversant. C'est bouleversant. Sur les
piocher. Oui, les chaînes et oui, les armes, sentinelles jour et nuit, et du sang, des cris, des larmes, la mort ou celui qui fuit aux terres de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher. Mais un jour dans notre ville, le printemps refleurira, libre enfin ô ma fille, je dirai tu es à moi, ô terre de détresse, où nous pourrons sans cesse aimer, « 36, 55, 71, 68. Mais non, non, c'est pas une grille de loto. Encore moins des tailles de vêtements. C'est pas non plus l'âge du capitaine. Ce sont les années de lutte, celles dont on se souvient, parce qu'elles ont marqué les esprits d'une manière définitive. Et en plus, on peut témoigner, on y était. Ah ça, tu peux le dire vraiment qu'on y était. Hein. 68, 68, 68. Noblesse du calendrier, chantait Léo Ferré. Le deuxième a décidé la grève générale, avec occupation. Après Sud Aviation à Bouguenais, les travailleurs des Batignolles partent en conflit total le vendredi 17 mai 1968. On est en pleine chérie, comme disait le grand général. On rejoint ainsi le mouvement étudiant. D'un coup, tout le pays va s'arrêter. Dès le 18 mai, on s'organise. On prévoit des sacs de couchage pour dormir dans les vestiaires. Aux portes de l'usine, on monte la garde par roulement, y compris la nuit, dans la crainte de l'arrivée des CRS. Pendant l'occupation, Il y avait des jeux de cartes. il y avait des jeux de cartes, des concours de boules, de palais. C'était un peu la fête, c'était joli. C'était le printemps. Il y avait des bouquets de fleurs sur les machines. Tout le pré d'à côté y était passé. Le dimanche, on recevait les familles, on a mangé ensemble, on a même dansé avec les filles d'à côté, les employés de chez Brandt. Quelle histoire! Comme nous, en 1936, il nous est arrivé de chanter et de danser aux Batignolles. Tout ça, Raymond, puisqu'il y était. C'est vrai, il faut savoir qu'on a chanté et dansé aux Batignolles en 1936. C'était pendant l'occupation de l'usine. D'ailleurs, à ce propos, je dois vous dire un mot. C'est pas parce qu'on occupait que c'était le bordel ou le laisser-aller. Bien au contraire. Comme l'a écrit un journaliste à l'époque, calme et déterminé, les ouvriers métallurgistes poursuivent leur mouvement de grève dans leurs ateliers. On ne laisse les machines, jamais les machines n'ont été aussi bichonnées. C'était notre outil de travail. D'ailleurs, on ne laisse rentrer personne, ni sortir d'ailleurs, par sécurité, mais aussi pour éviter l'influence d'un quelconque parti politique. Alors oui, parce que le Front populaire était porteur d'espoir, parce qu'on y croyait fort, parce que ça nous faisait du bien, parce qu'on était unis, parce qu'on avait de la dignité, oui, on a chanté et dansé en 1936 aux Batignolles. Excusez-moi de vous interrompre. Bonjour, c'est là. Bertrand Galinet, agent immobilier à Carquefou. Je vais dire une énormité, mais les congés payés, je croyais que ça avait toujours existé. Vous avez raison, vous venez de dire une énormité. Bref, une grosse connerie.
Sachez que pour obtenir les congés payés et d'une manière générale tous les acquis sociaux, les avancées, il a fallu qu'à toutes les époques, les gens prennent des risques, se battent, montent le créneau, allent au charbon, comme on dit. En 55, par exemple, la grève a été dure, très dure. C'était quelque chose de marquant pour tous les métallos du coin. On s'est tellement battus. On demandait entre autres un relèvement de 40 francs de l'heure. Alors à la mi-août, ça discute entre le patronat et syndicats. Les patrons ne proposent que 20 francs. Le ton monte. Les ouvriers envahissent et malmènent sévèrement tout le siège patronal. Ben quoi? Hein? Tout le mobilier est passé par la fenêtre. Un coup de sang bien compréhensible. Bon, les 40 francs sont finalement accordés. Mais, quand les ouvriers se retirent, les patrons annulent l'accord. Le 19 août, une énorme manifestation occupe le cours des 50 otages. Grévistes et policiers s'affrontent très violemment. Un jeune manifestant, Jean Rigollet, est tué. Ce n'est que fin octobre qu'on obtiendra 25 francs. Et on reprendra le boulot. Dur, dur. La grève a été très dure. Mais en tant que femme, nous étions dans la grève, on l'ait voulu ou pas. L'argent manquait, ben, il fallait bien se nourrir. Mais dans les cités, au lieu de pousser les maris à regagner l'usine, comme ça se passe souvent, on avait décidé de les soutenir ouvertement. Ah, c'était pas fréquent à l'époque de voir défiler une manif de femmes et d'enfants dans les rues de Nantes. On a même pris la parole à la Bourse du Travail. Des choses concrètes se sont mises en place. On a eu des bons pour acheter du pain. On a fait des distributions de légumes à des prix très bas. On a obtenu qu'une soupe populaire s'installe au Ranzay. Et bien c'est de cette période que datent nos premiers rapports avec les paysans. Oh là là. Au début, ça n'allait pas tout seul. Bah, pour nous, il faut bien le dire, c'était des ploucs. Hein. Et pour eux, bah, nous étions des cocos. Bah, faut dire quand même qu'ils étaient très calotants. C'est sûr, les Batignolles ont aidé à combler le fossé entre le monde ouvrier et le monde paysan. Il y avait l'exode rural aussi. Dans les ateliers, certains compagnons étaient des paysans sans père, obligés de changer de métier. Et puis les luttes paysannes se sont durcies aussi. Moi, j'ai gardé plus de souvenirs de celle de 1971. Parce que là, nous étions seuls en grève. On a fermé l'usine, la ligne au piquet. C'était dur, pénible pour tout le monde. 43 jours de grève sans obtenir ce qu'on voulait, loin de là. Mais on a gardé une grande fierté d'avoir tenu bon. La solidarité a été exemplaire. On n'a quasiment pas perdu de salaire, rendez-vous compte. Dans la liste des dons, on trouve des syndicats nationaux, régionaux, le centre social de la crémétrie, des lycéens, des enseignants, oui, des cheminots, oui, des routiers, oui, des hospitaliers, oui, des instituteurs de la Chabossière, oui, la municipalité nantaise, oui, des cultivateurs, des forgerons de Bassam, oui. Hier soir, un motard est arrivé au Batignolles. Il venait de Paris et nous rapportait le fruit de réaliser dans sa faculté. Vive les étudiants! Jacques Higelin et Georges Moussaki soutiennent notre mouvement. Ils acceptent de venir chanter gracieusement. Vive le MEDEC! Vive le MEDEC! Higelin, ce sera au Champ de Mars. Merde! Quoi? On n'a pas de salle assez grande pour accueillir Moussaki le 12 février. Oh merde! Bah, si on demandait au curé de l'église Saint-Luc... Oh non! L'église Saint-Luc? Ben oui, on va une mal vide! Sensationnel! Il a accepté. Mais attention, pas par charité, mais par solidarité. Salut bon les curés! Il y a tellement de monde que beaucoup de personnes ne peuvent pas rentrer. On est débordés. Vive les Batignolles! Vive les Batignolles! En tout et pour tout, 136 millions d'anciens francs ont été collectés. Traduit en euros, cela fait plus de 200 000 euros. Phénoménal. En moyenne, chaque gréviste a reçu plus d'1 mois de salaire pour 1 mois et demi de grève. Merci à toutes. Merci à toutes, à tous, les associations familiales, les maraîchers. Décidément, la liste serait longue, très longue. Des personnes, des anonymes, qui nous ont permis de tenir le coup pour un des mouvements sociaux les plus emblématiques de l'après 68. Vous voyez, monsieur Galinet, quand
Où est-ce qu'il est, monsieur Galinet? Monsieur Galinet? Je suis là. Je suis là. Vous voyez, de tout temps, il a fallu se battre, et se battre encore pour obtenir des salaires décents et des conditions de travail honorables. Vous comprenez? Si, je comprends, mais... Alors non seulement j'en apprends des choses, mais je vais vous faire un aveu. Je me sens bien au milieu de vous. Toute cette solidarité, cette chaleur humaine, cet enthousiasme, vous pouvez pas savoir ce que ça me fait. Alors, si ça vous dérange pas trop, je vais m'attarder un petit peu auprès de vous, histoire de profiter de l'ambiance. Soyez le bienvenu. Voulez-vous qu'on vous apprenne une petite chanson? Oui. Oui. Volontiers. Gisèle, à peu près. Gisèle. Vous allez répéter après moi, d'accord? Una mattina, mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Bella ciao, bella ciao, bella